Salut à tous! Alors, nous voilà aujourd'hui, on est le 21 octobre 2025 et les marchés sont sur le point d'ouvrir. Voilà, on a des positions ouvertes, on est là sur le marché du S&P 500. On voit que les marchés ici, avant, en fait, étaient montés, les ordres de vente avaient été remplis, les marchés étaient montés un peu plus haut. Ensuite, ils sont tombés. Donc, ils sont tombés vers le 10 octobre 2025. Ensuite, ils sont remontés, tac, tac, et donc ça fait un peu du zigzag. Et c'est en train de remonter vers des niveaux où, alors là, il y avait un petit niveau, mais ça reste, tout ça, c'est un endroit où les ordres, si je mets un graphique un petit peu plus long, c'est un niveau où il y a beaucoup d'ordres qui se sont remplis et donc il n'y a pas autant de déséquilibre maintenant que ce qu'il y avait à ce moment-là. Donc ici, il y a eu une redescente du marché et donc en fait, ce spike ici a permis de revisiter ce niveau, de taper dans des ordres qui étaient encore à remplir et donc ça fait tomber les marchés, etc. Et là, on est dans un endroit où bah, du coup, si je remets le graphique ici, là on est dans un petit niveau, mais c'est un tout petit niveau un peu ridicule. Le bon niveau pour aujourd'hui, c'est celui-là, où il y a plus de chances que les marchés rebondissent, là. Et donc on va laisser les marchés ouvrir et faire ce qu'ils ont à faire. Le dollar, il est proche d'un niveau où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs aujourd'hui. Si on regarde les obligations à 10 ans américaines, là, ça retourne vers des niveaux où c'est difficile à voir parce que on est sur un trop petit graphique. Voilà, là, on retourne vers des niveaux ici. Bon, là, il y avait ce gap, hein, donc on sait que juste au-dessus du gap, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et il y a, en fait, là, ici, il y a un niveau qui fait que, vu que ici, on arrive dans des endroits où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, et là, il y a un niveau qui n'a pas été revisité et qu'il y a beaucoup d'acheteurs ici, on peut imaginer que les obligations pourraient redescendre ici, et ce qui permettrait une inversion dans le placement des fonds et que les investisseurs sortent un peu des obligations et rentrent dans les actions. Et donc, ça serait assez logique entre ce qu'on voit sur le graphique des obligations et ce qu'on voit sur le graphique ici des actions avec ces niveaux qui ont déjà beaucoup moins de vendeurs qu'avant parce qu'ils ont été revisités. On voit que là, le marché pourrait remonter. Ça colle assez et que là, bah, on arrive dans des niveaux de dollars où il pourrait y avoir un retournement de situation là. Donc voilà, on va laisser faire. Aujourd'hui, il est 15h29 en France, donc les marchés vont bientôt ouvrir. Le Nasdaq a un petit peu la même tête que le S&P, hein. Là, il a tapé déjà dans une bonne zone, le Nasdaq. Le Russell 2000, il est là. Il a plus de chances de tomber. Et puis le Dow Jones, pareil, il est dans des zones qui ont été vachement revisitées ici. Ça peut zigzaguer, on va voir ce que ça fait, mais euh, en gros, ça devrait quand même, les ordres d'achat qui sont passés ici ont été remplis. Et vu que bah, ça a tassé, on va dire que ça a tassé la neige, ici il y avait de la poudreuse, avec plein d'ordres de vente. Et ces revisites de prix ici, ici et là ont tassé la neige et donc du coup le prix a plus de chances de glisser vers le haut et de passer que avant. Donc voilà, on va se mettre sur le S&P.
On va regarder, c'est possible que le S&P retombe, mais bon, il y avait ce tout petit niveau qui était là sur le graphique à 15 minutes. C'est fort probable que le S&P redescende ici, mais on ne sait jamais, on va voir. C'est juste des probabilités. C'est juste que ce niveau est de moins haute qualité que ce niveau. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai des positions qui sont déjà placées par rapport aux chutes qu'il y avait eu ici, là. Et donc, pour permettre à la remontée. Donc, on va voir. Je reprends la vidéo dans quelques instants et on voit comment évoluent les marchés ce matin. Voilà. Enfin, la matinée de New York et Chicago, mais cet après-midi en France. Je vous dis à plus tard. Nous revoilà. Alors, on a laissé passer un petit peu de temps dans la journée et là, on voit. Alors, on est de retour sur le S&P avec les deux niveaux qu'on avait pour aujourd'hui. Et on peut voir que comme on avait dit, celui-là, il y avait un petit niveau ici, mais qui n'était pas vraiment de qualité. Et il y a eu un petit rebond, mais ensuite, c'est retombé. Et c'est le marché, il y a tellement d'acheteurs dans ces niveaux-là que, en fait, ça n'a même pas atteint notre niveau et ça a shooté vers le haut. Donc, à voir si ça va continuer de monter ou si les marchés vont revenir à nouveau dans cette zone. On va voir. On peut voir que le Dow Jones est vachement monté. Là, il est quasiment au plus haut depuis, depuis la dernière fois. On avait dit que là, il y avait, du coup, le prix était monté, il avait revisité, était allé plus haut, et il y avait eu beaucoup de revisites du prix, et tout le déséquilibre avec tous les acheteurs, en plus, tous les vendeurs, en plus des acheteurs qu'il y avait, l'équation ici, elle était à la vente, mais à force de revisiter, on pouvait voir que les ordres de vente diminuaient de plus en plus, et là, poum, on peut voir que c'est retourné tout en haut. Et comme on a dit, c'est possible que les marchés redescendent un petit peu, mais la plus grande probabilité serait qu'ils continuent, peut-être ici qu'ils fassent un peu du zigzag, mais qu'ensuite ils continuent de monter. Donc voilà, le Russell 2000, il est parti dans le niveau qu'on avait vu. Là, pareil, il a frôlé le niveau. Ici, le niveau, là, c'était vraiment juste là, le niveau. Mais pareil, il y a il y a tellement d'acheteurs qu'il est allé le frôler et il a shooté vers le haut. Pareil, hein, là, on peut voir qu'ici, il pourrait certainement y avoir un peu de zigzag, mais ensuite, ça va monter davantage. Les probabilités sont dans ce sens-là. Quel autre marché il y avait? Il y avait le Bund FJPL, le Bund européen. Vous pouvez voir qu'il était dans un niveau avec plus de vendeurs que d'acheteurs. Je crois que c'était plutôt un niveau, même à 1 heure. Ici, on peut voir qu'il a vraiment de la place pour tomber, le Bund, parce qu'on peut voir que là, il avait frôlé le niveau en haut. Qui s'était mis ici. Et là, il y avait eu un gap, ça avait revisité un peu, mais là, il y avait tellement de vendeurs que ici, ça avait peine frôlé. Donc, on peut voir qu'il y avait toujours au-dessus de ça beaucoup de vendeurs, mais bon, là, on voit que ça a à peine frôlé le niveau, que c'est retombé. Ici, il y a un autre niveau qui s'est remis et c'est en train de retomber. Et ce qui fait que ça inverse la tendance. Les investisseurs sont plus à vendre les obligations, là c'est les obligations européennes, et du coup racheter les marchés. Hein. Donc le S&P qui du coup remonte là, qui a frôlé les niveaux, qui est remonté. Ça ne m'étonnerait pas que ça retourne dans ces niveaux-là, ce serait un super achat. Le marché du DAX, pareil, là on avait mis un très bon niveau. On va voir le niveau ici. Et depuis le niveau, il a explosé vers le haut, le DAX. Donc aujourd'hui, on a de gros mouvements. C'est possible que, pareil, il y a un peu de zigzag. Ça arrête de monter un petit peu pour continuer par la suite. Parce que, bon, là, évidemment, quand ça s'est arrivé là,
le plus haut ici, qu'est-ce qui a fait que, quelle est la seule et unique raison que ce plus haut, ce top ici, soit un top, c'est parce qu'au-dessus, il y avait trop de vendeurs et pas assez d'acheteurs, donc le marché n'a pas pu aller plus haut. Donc ça, ce sont les ordres qui ont été remplis. Et au-dessus, ce sont les ordres qui n'ont pas pu être remplis. Et c'est pour ça que là, il y a les déséquilibres plus hauts. Et on peut voir ici, il y a un certain niveau. Pas de super haute qualité, mais ici, de plus haute qualité. Là, il y a un niveau qui pourrait, aujourd'hui, peut-être ça peut être une target et quelque chose de ce niveau pourrait être un peu problématique ici. Alors évidemment, il y a toute il y a des règles bien précises qui me font pointer ces niveaux. Il y en a plusieurs de niveaux, mais celui-là n'est pas d'aussi bonne qualité parce que il y a tout ce trading qui est derrière, alors que celui-là il est plus haut. C'est normal, plus on va haut en prix, plus les chances de renversement sont grandes. On joue avec les probabilités. Voilà, il y avait aussi le FISX, le stock 500, qui avait des niveaux. Là, il était un peu plus. Là, le niveau était un peu plus bas. Il est retourné dans son niveau ici. Le niveau n'était pas nickel. Il va se retourner plutôt dans son niveau là. Et donc, ça chuté comme tous les marchés. Hein. Tous les marchés sont assez pas mal en train de monter. Là, on voit, bon, c'est passé au-dessus du plus haut du Globex. Et donc, le Globex, c'est l'échange qui permet le trading sur les marchés de nuit, enfin de nuit pour les États-Unis, tout ça. Donc voilà, donc là le plus haut ici, le marché, on va voir s'il redescend dans le niveau qui n'a pas été complètement revisité, mais là le Dow Jones, Nasdaq. Nasdaq, il est en plein dans le niveau. Ça pourrait retourner plus bas. On va voir. En tout cas, les marchés, comme on disait, ils ont envie de monter plus haut. Quel autre marché il y avait le marché du franc suisse. Alors, on avait mis un niveau ici tout à l'heure, il ne l'a pas atteint. Là, il y a un niveau à la vente à court terme, très court terme. Si ça revient ici, forte chance que les probabilités sont beaucoup plus hautes que ça redescende. Et s'il arrive ici, les probabilités sont beaucoup plus hautes qu'il rebondisse. Voilà. Il y a un niveau aussi là. Ça, c'est un niveau aussi. Niveau un petit peu plus, c'est plus un niveau 30 minutes. En fonction des niveaux, on regarde sur des. Il n'y a rien de magique sur ce qu'on appelle les time frames de graphiques. C'est juste des time frames qui nous permettent de mieux voir les niveaux. Donc ici, il y a un niveau, parce que là, c'est tombé. Ici, c'est monté. Pourquoi ça n'a pas pu aller plus haut que ça? Parce qu'au-dessus, il y avait trop de vendeurs, pas assez d'acheteurs. Donc, c'est les ordres qui n'ont pas pu être remplis ici, dans cette zone. Donc, si le marché, en fonction de si le marché retourne taper ici, là, déjà, il rebondira ici, donc il faudrait que ça passe à travers ça, donc il rebondira là. Mais si ensuite il remonte par la suite ici, avant de taper celui-là, on verra en fait en fonction si le marché repart plutôt à la hausse ou à la baisse. S'il va taper ici en premier, il partira plutôt à la hausse avec vraiment avec un peu de vendeurs ici en fonction de s'il y a des nouvelles zones d'achat qui se créent ou pas, on peut prendre un short là, mais le short sur le CHF US dollar pour l'instant, il y a un niveau, mais c'est pas le meilleur niveau, donc bon. Moi, je pars plus pour un achat ici, mais bon, on verra la tête du marché sur le moment. Voilà, donc pour l'instant, les niveaux fonctionnent bien. On va voir jusqu'à où ils vont et je vous reprends dans un instant. Plus tard pour moi, mais tout de suite pour vous.
Rebonjour, alors voici du coup après plusieurs jours de trading le résultat donc du S&P. Aujourd'hui on est samedi donc les marchés sont fermés mais j'ai fait la dernière vidéo jeudi, ensuite donc hier j'ai pas pu faire la vidéo mais je vous la fais aujourd'hui pour voir les résultats donc de ce qui s'est passé. Donc là on avait le S&P qui était ici. À ce moment-là il était sur cette zone là. Et donc, on avait ce petit niveau qui avait tapé ici, là. Et du coup, qui ensuite, quand il est retourné dedans, eh ben, il n'a pas tenu là et il est allé au niveau d'après. Donc, il est allé à des niveaux qui n'étaient pas de haute qualité, mais qui du coup montrent que le S&P avait quand même pas mal d'acheteurs et peu de vendeurs à ces endroits-là, parce que là, c'était pas des niveaux de très haute qualité sur lesquels ça a rebondi ici. Mais ça a quand même rebondi et il s'est passé donc ce qu'on avait prédit, le S&P donc s'est retourné, a continué sa montée pour aller casser au-dessus des plus hauts de l'année. Donc là, on est à nouveau à des plus hauts sur le S&P 500. Donc le Nasdaq, pareil, on avait les mêmes niveaux, donc ça, en fait, ça a tapé plusieurs fois dans ce niveau, ça rebondit, rebondit, rebondit. Et plus ça allait, moins il y avait d'ordres d'achat, et puis en fait, il y avait plus de vendeurs, il y avait ce petit niveau dont on avait parlé là, qui payait pas trop de mine, mais qui au final était assez haut pour avoir pas mal de vendeurs et amener donc le Nasdaq et les S&P dans des niveaux plus bas, là. Mais pareil, ça c'est tombé dans des niveaux qui n'étaient pas de haute qualité, pas du tout de haute qualité. C'est pas des niveaux où moi j'aurais acheté, mais ça a quand même rebondi. Donc pareil, ça nous montre qu'il y avait des acheteurs et surtout pas de vendeurs pour empêcher le prix de monter. Et donc le prix est monté et a cassé. Là, voilà, cassé, c'est plus haut ici parce que bon bah voilà, tous les gens qui ont acheté ici, qui ont tapé dans ces niveaux-là, ont fait le travail pour nous. Ensuite, ça a retapé ici, c'est descendu un petit peu et puis là, poum, c'est passé au-dessus. Donc là, on peut moi, je vais plutôt m'attendre à ce que le S&P et le Nasdaq continuent de monter. Donc, après, je vais vous montrer aussi d'autres raisons pour lesquelles je pense que ça va continuer de monter. Il y a le Dow Jones ici, donc pareil, qui avait tapé dans ces niveaux-là, pas tenu. Il allait taper dans ces niveaux lui, le Dow Jones, il avait des niveaux de meilleure qualité. C'est un niveau que j'avais auparavant. Donc, le premier niveau n'a pas tenu. Pas assez d'acheteurs par rapport au nombre de vendeurs, mais le deuxième niveau, un peu plus bas, oui, était de bien meilleure qualité celui-là, pour des raisons bien précises. Ensuite, il y avait le Russell 2000 aussi, qui lui, alors lui, il était ici. Donc là, le niveau, il avait pareil rebondi là. Il est retourné, il a un peu rebondi, ensuite est parti plus bas. Et donc, il est allé taper dans des niveaux par ici. Pareil, pas de haute qualité, mais quand même assez de. L'équation des acheteurs et des vendeurs était plus en faveur des acheteurs. Donc, du coup, pas assez de vendeurs, trop d'acheteurs, donc le prix est monté. Par contre, il n'a pas fait de plus haut. Il est toujours dans ces niveaux ici. Et donc, vu que ça n'avait pas tradé vers la gauche, on voit qu'en fait, les ordres qui étaient au-dessus de ça, ici, n'étaient pas tous passés. Il en restait. Mais bon, après, ça ne m'étonnerait pas que le Russell 2000 ait plus de mal de monter que les autres. Et ça fait un bout de temps qu'il a plus de mal hein, quand on regarde le Russell. C'est quand même un des marchés qui est les moins dynamiques, on va dire, vers le haut. Et c'est possible que ça change, hein, parce que pour des raisons pareilles, je vais vous montrer. C'est des plus petites entreprises. Et les plus petites entreprises qui ont été un petit peu mises sur le banc de touche toutes ces dernières années, bah, vont peut-être avoir plus de chances de monter. On va voir. Là, c'est pas un niveau auquel il faut acheter parce que là, c'est parti au-dessus de ses plus hauts. On n'achète jamais une cassure. En analyse technique, les gens achètent les cassures, mais toujours pour perdre de l'argent. Parce que s'il y a un plus haut, c'est pas pour rien.
Donc, voyons, on voit la taxe, elle est là, ça a passé au-dessus, tac, c'est retombé aussi sec. Là, ça pourrait très bien retomber beaucoup plus. Mais après, là, il y a des niveaux qui seraient intéressants d'acheter. Mais sur 2026, on va voir ce qui va se passer. Mais il y a certaines entreprises, je pense, qui vont vraiment bien tourner au niveau de leur action. Je parle. Voilà, après, il y avait aussi donc le franc suisse. On avait un niveau à 30 minutes. Désolé, j'ai attrapé un peu la crève. Alors là, le niveau qu'on avait à 30 minutes ici, il a super bien marché. Il est passé, il a, il a allé effleurer, enfin, il allait à peine dedans et poum, il est remonté. Et je pense que il va continuer de monter. Là, on a ce niveau qui va certainement nous emmerder. Il va certainement taper là, redescendre. On va voir ce qui se passe en fonction de l'activité du prix. Mais à moyen long terme, de toute façon, le franc suisse, il va continuer de monter, je pense. Mais là, à chaque fois qu'il monte, tac, il redescend, tac, il redescend. Il y a quand même des vendeurs là-haut. Les acheteurs sont plus bas, les vendeurs sont un peu plus hauts. On va voir. En tout cas, pour l'instant, ça reste un marché sur lequel être acheteur à long terme, mais après, évidemment, il y a des hauts et des bas à court terme, comme partout. Le franc suisse contre l'euro. Ici, alors là, on voit qu'il est sur les plus hauts. Je vais mettre le graphique journalier. On voit que le franc suisse contre l'euro, il fait du zigzag, quoi. Il est dans une trading range, on appelle ça. Il monte, il redescend, il monte, il redescend, il monte, il redescend, il monte, il redescend. Il n'y a pas de grosse supply, il n'y a pas de de gros montants de déséquilibre de vendeurs par rapport au nombre d'acheteurs. Mais il est dans une zone où tout le monde est plutôt d'accord sur son prix en ce moment. Voilà, donc il est dans la fair value. Fair value, c'est vraiment ok. Bon bah c'est la zone de prix, c'est entre ça et ça, ça et ça. Voilà, on va voir si ça va aller vers. À mon avis, ça va casser vers le haut. Mais il peut très bien y avoir des redescentes là en dessous de ces zones-là, remonter, redescendre dans ces niveaux ici qui avaient, euh, qui avaient super bien fonctionné là. Et on va voir, tout ça. Euh, Ensuite, il y avait les marchés. Alors, je vais vous montrer en fait, c'est pourquoi je pense que les plus petites entreprises vont monter. Là, je vais sur le HYG. C'est en fait l'ETF pour les High Yield Corporate Bonds. C'est-à-dire, euh, les obligations d'entreprise qui sont pour les entreprises qui sont pas les énormes Mag 7. C'est-à-dire, c'est pas des Amazon, c'est pas des trucs de fou. C'est des entreprises qui ont des bilans, des bénéfices ou autres qui sont pas forcément stables ou qui peuvent susciter la peur en fait dans les marchés. Et donc, c'est des entreprises qui, lorsque les gens achètent cet ETF, donc les obligations, on appelle ça c'est les obligations poubelles, junk bonds. C'est les obligations qui donnent un rendement supérieur, c'est-à-dire les entreprises comme Google ou autres, elles vont donner un rendement peut-être de 4-5% en fonction des obligations, 3-4-5%. Et les junk bonds, elles vont donner 6-7-8%. Voilà, parce qu'en fait, il y a plus de risques, donc les investisseurs demandent des plus hauts rendements. Mais si les junk bonds montent, ça veut dire que leur taux d'intérêt descendent. Et donc, il y a moins de peur puisqu'ils demandent moins de rendement, de retour sur investissement, parce qu'ils achètent l'obligation, donc le rendement descend. Et donc, quand ils achètent ces obligations, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment dans un état de peur que l'économie va tomber ou va s'affaiblir ou qu'on va être dans une récession. Et là, on peut voir que cet ETF qui représente ces junk bonds est en train de monter
Et là, il est allé taper dans cette petite zone de supply, ici. Là, vous voyez, en fait, on a tapé. Ça, c'est des niveaux qui ont tapé ici. Donc, je vais enlever ça, comme ça on verra mieux. Là, ça, c'est des niveaux, il allait y avoir du zigzag, donc tac, c'est redescendu, hop, c'est monté, c'est redescendu, et là, poum, c'est monté. Et là, enfin, il y a vraiment la possibilité pour que ces junk bonds montent au-dessus, cassent et aillent dans des niveaux plus élevés. Là, si je remets les trucs, la ligne bleue, c'est vraiment le niveau qu'il va falloir casser. Il va falloir casser cette zone grise pour ensuite pouvoir monter plus haut. Il y a quelques niveaux de supply, mais enfin, là, c'est le niveau ici de supply où il y a trop de vendeurs comparé au nombre d'acheteurs. Si ça casse tout ça vers le haut, ce qui est très 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 probable sur fin 2025 et 2026, parce que si on regarde à plus long terme, là, ici, ça c'était quoi? C'était 2020, c'était le Covid. Donc évidemment, les gens ont vendu les obligations parce qu'il y avait un risque de fou, l'économie s'est fermée. Donc ils ont vendu, ils demandaient des taux d'intérêt énormes pour se permettre d'acheter les dettes des entreprises. Ensuite, après le Covid, donc évidemment, il y a eu énormément d'argent qui a été imprimé, jeté dans l'économie, donc tout le monde a racheté, demande les prix des obligations montent, donc les intérêts demandés sont à l'inverse. Et on peut voir que le niveau vraiment important, il est là et au-dessus. Voilà, à partir de ici, va falloir vraiment faire très 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 attention entre 80, alors on va dire entre 85 grosso modo et 88, 50, 89. Là, je serais vraiment pour vous dire de vraiment faire très 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 attention pour acheter des actions parce que là après ça va craindre, on peut dire ça va craindre du boudin parce qu'on va arriver dans des niveaux où il y a vraiment plus de vendeurs et il y aura un risque de chute d'actions très élevé. Voilà, donc là en fait là j'ai mis ce niveau. Après, il y a ce niveau ici aussi qui est ici, j'ai pas mis, mais qui est. Alors là, évidemment, il y a toujours ces niveaux qui sont importants, mais là, il y a aussi des niveaux ici qui va permettre qui va donner du soutien parce qu'il y a un déséquilibre évidemment entre les acheteurs et les vendeurs. Ce niveau est meilleur que ce niveau. Ces niveaux sont meilleurs que ce niveau, forcément, puisque plus on va bas au niveau du prix, en plus on va en dessous de ce spike. Ce spike, il est là parce qu'il n'a pas pu aller plus bas. Pour une seule et même raison, c'est parce que il y avait juste plus aucun vendeur en dessous de ce spike et il y avait que des acheteurs. Et donc, si on retournait plus bas en dessous, là, on serait dans toute la masse d'acheteurs sans vendeurs. Donc, voilà, mais pour l'instant, les marchés montent et puis on sait qu'ils peuvent monter. Franchement, ils pourraient monter assez tranquillement vers dépasser ses plus hauts, voire vers la ligne bleue, voire même casser cette zone. Enfin, la ligne bleue, on va dire, moi je ne dirais pas que la ligne bleue, il y aura forcément un retour énorme, c'est juste qu'après il va y avoir du zigzag avant de monter. Et puis avant d'aller chercher les niveaux plus hauts, pour ensuite là, ça sera des risques pour que le prix de cet ETF redescende beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grand-chose qui nous montre que les investisseurs, les institutions sont vendeurs ou prochainement vendeurs des junk bonds, donc des dettes des entreprises à plus haut risque. Donc ça, c'est un signe quand même qu'il n'y a pas trop de risque pour l'instant dans le marché, mais plus du mouvement vers le haut. Ensuite, il y a aussi autre chose. Ça, c'est la même chose. ETF pour les, les obligations d'entreprise, corporate bonds. Mais ça, c'est pour les investment grades. C'est-à-dire, c'est pas les junk bonds. C'est investment grade. Ça veut dire que c'est les entreprises de plus haute qualité. Ça va être Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple et tous ces trucs-là. Et on peut voir que elles montent. Elle monte et puis on peut voir qu'en fait les acheteurs ont amené le prix jusque là-haut. On peut voir que
avant ce trait bleu, il n'y a pas vraiment de gros déséquilibre. Et en plus, là, c'est aller taper dans cette zone ici, qui du coup, bah, ça allait taper là-dedans. Donc, il y a plus beaucoup de vendeurs. Parce que c'est allé taper dans ces plus hauts ici. C'est rentré assez profond dans toute cette zone-là. Et donc, les possibilités sont que ça a plus de chances d'aller dans les niveaux supérieurs ici que de s'arrêter juste là. Alors là, il y aura certainement du zigzag encore, mais il y a de fortes chances que ça continue de monter. Encore, c'est que des probabilités, il n'y a pas de certitude. Donc, faites vos devoirs et puis regardez par vous-même ce que vous en pensez. Ne prenez pas mes analyses pour argent comptant. Si ça redescendait, il y a des niveaux d'acheteurs ici, des très bons niveaux d'acheteurs. Ici, en plus, il y a un gap. Un gap, ça montre le plus gros déséquilibre qui existe. Et ici, ça allait casser pam, vers le haut les zones de trading range. En plus, quand ça a essayé d'y retourner, ça n'a pas pu et s'est remonté vers le haut. Donc, ça montre que ici, si ça retombait là, les obligations d'investment grade, les obligations d'entreprise de haut rang pourraient rebondir et continuer leur montée. Donc voilà, il n'y a pas de risque énorme sur les obligations d'entreprise. Et donc, du coup, pas de risque, je pense, sur les entreprises. En général, le S&P, on peut voir que ça casse les plus hauts niveaux, que c'est en train de monter et qu'il y a vraiment, commence vraiment à y avoir un engouement, une spéculation. Et puis, jusqu'à très récemment, les gens étaient très pessimistes et le marché faisait des corrections remontées. Et en général, quand il y a du pessimisme, bah, ça amène les gens à vendre plus davantage les marchés et donc d'aller taper dans des niveaux qui sont plus intéressants. Alors évidemment, ce n'est pas les gens comme vous et moi qui bougeons les marchés comme ils bougent, parce qu'on n'a pas les tailles de compte en banque nécessaires pour générer ces changements de prix dans les marchés financiers, mais euh, plutôt les institutions. Et donc, on voit que, bah, en général, les gens sont toujours sur le mauvais côté du trade. Et qu'est-ce que les gens font en général la plupart du temps quand ils cherchent à apprendre à trader, bah, ils cherchent l'analyse technique et puis ou alors l'analyse fondamentale, mais bon, en général l'analyse fondamentale. Quand tout va bien, tous les feux sont au vert, bah, l'action sont déjà tout en haut. Et quand tout va mal, quand tout est au rouge et que les fondamentaux sont pas bons, bah, tout est en bas. Donc du coup, ça fausse un peu le truc. Voilà. Donc voilà pour l'analyse. Si on regarde les obligations d'entreprise, on peut voir que sur les entreprises de investment grade, les gens ont plutôt investi sur le capital et moins investi sur la dette, même si la dette, on peut voir par exemple, je vais vous montrer pendant encore quelques minutes pour vous montrer ça. Si on va sur les bonds de Apple, par exemple, Apple, alors est-ce que ça c'est pas un truc, ça, une obligation, le prix de l'obligation est à 100 $, c'est le prix, la valeur normale de, de maturité. Euh, alors, je vais prendre un truc, lequel, je vais mettre à la là. Alors voilà. Ça, c'est les obligations, par exemple, Apple, 4,45% jusqu'au 6 mai 2044, la maturité de l'obligation Apple. Et donc là, on peut voir que eh ben, les gens, les institutions, les investisseurs ont moins investi dans les obligations. Là, on peut voir qu'elles sont plutôt en descendant, hein, en descente, le prix des obligations. Mais les prix des actions des Mag 7 ont beaucoup plus monté, sont beaucoup plus montés. Alors que, parce que si on fait le PER de l'obligation comparé au PER des actions sur les actions de qualité, comme Apple, on peut voir que les PER des actions en elles-mêmes sont beaucoup plus élevés que les PER des obligations. Alors, à l'inverse, les obligations, par exemple HPQ, qui est
Ça, c'est une position que j'ai dans HPQ. Attendez, on va voir HPQ. Je vais mettre celle-là. Il y a eu, en fait, sur les plus petites entreprises, on sait qu'il y a plein d'entreprises qui sont de qualité, mais qui n'ont pas vraiment monté 2022, 2023, 2024, 2025. Ça a fait du zigzag, ça n'a pas vraiment monté, alors qu'il y a des entreprises comme Netflix, Google et Apple qui se sont multipliées par je ne sais pas combien. Comme je viens de vous dire, les obligations de ces grosses entreprises ont eu moins d'amour que les actions. Donc les gens ont plus investi dans le capital de ces actions que dans les obligations. Alors que dans les entreprises comme HP ou d'autres entreprises, les investisseurs, les institutions ont plus investi. Je dis institutions parce que c'est eux qui ont les ressources pour faire monter les prix des obligations et des actions. Donc les obligations des plus petites entreprises sont beaucoup plus montées que leurs actions. Donc en fait, sur les plus petites entreprises un petit peu moins à la cote, les obligations sont montées, donc ils ont plus investi dans la dette plutôt que le capital. Vous voyez, parce que si on regarde HP, HP par exemple, l'action depuis 2022, 2022, là, c'est descendu là, et c'est pas allé nulle part. Alors à moins qu'on achète en bas de la trading range, qu'on vende en haut, qu'on rachète en bas, qu'on rachète en haut. Moi j'ai racheté l'action ici parce que c'est allé taper dans des niveaux que j'avais ici là, presque tapé. Si l'action redescendait là, ce serait un bon achat. Mais bref, donc les investisseurs ont plus investi dans la dette des plus petites entreprises, comme HP ou autres, que dans le capital. Et donc, on peut voir que le PER des obligations est beaucoup plus élevé sur les entreprises comme HP que le PER des actions en elles-mêmes. Et donc, ça donne une idée que s'ils investissent dans la dette, ça veut dire qu'ils pensent quand même que les entreprises sont bien solvables, qu'elles ont assez de bénéfices pour subvenir au retour, au paiement de leurs obligations, elles ne vont pas faire faillite et tout ça. Et donc, il y a une confiance dans ces entreprises qui est assez importante. Mais le capital n'a pas eu d'amour. Et donc, on peut imaginer que par rapport aux ETF qu'on a regardés, là, XYG et LQD, enfin surtout XYG, il y a encore pas mal de potentiel de montée dans les junk bonds. Et donc, les entreprises comme HP et tout ça, et ben, si elles atteignaient le PER, si leur action, le PER de leur action atteignait le PER de leurs obligations, et ben, le prix de l'action serait beaucoup plus haut. Donc, pourrait même presque doubler pour être là. Pareil, Chubb, par exemple, CB, Chubb, c'est une entreprise de Warren Buffett que j'ai aussi acheté. Et donc, on peut voir que, par exemple, j'ai calculé là que en fonction des obligations, sur certaines obligations, pour que le PER de l'action soit le même que le PER de l'obligation, il faudrait que le prix soit là. 374, alors que là, alors là, c'était bien tombé. Mais bon, évidemment, il y a eu des bons résultats financiers, donc du coup, l'action était tombée, ça a atterri. Là, hop, c'est en train de remonter. Là, il y a un niveau. Donc, c'est possible que pendant un certain temps, ça reste dans cette zone, là, tac, tac, mais c'est possible que l'action va, je pense, à moyen long terme, aller vers là-haut. 375, 376 par là. Peut-être plus, hein, ou peut-être un petit peu avant, en fonction de ce qui va se passer. Mais voilà, c'est une analyse, c'est intéressant de regarder les obligations d'entreprise, les junk bonds, les investment grade bonds, et comparer ça au prix des actions elles-mêmes, et puis de pouvoir comparer tout ça.
Voilà. Bon, en tout cas, bah, c'était une petite vidéo pour voir l'évolution sur plusieurs jours de trade. Moi, j'ai des positions en ce moment sur HP, donc HP, Hewlett Packard, là, HP, celle-là. J'ai des positions sur US Bank Corp, c'est une banque régionale. Et j'ai position sur Job, celle-là. Et puis Celsius. Mince, c'est ça. Voilà. Donc là, on voit Celsius qui monte petit à petit. C'est pas une entreprise qui paraît donnée, mais le potentiel de croissance est tellement énorme que voilà, enfin, moi je pense que l'action pourrait assez. Il va y avoir des zigzags, hein, mais je pense qu'elle va continuer de monter certainement, aller vers le haut. Elle a pas de dette, ils sont distribués par Pepsi, ils avaient des problèmes qui a fait tomber l'action, mais ensuite l'action commence à remonter. Même si ça fait ça, à mon avis, ça a continué de monter et annoncer des bons résultats. Et voilà, mais après, suivre avec l'évolution sur les junk bonds, sur les actions et puis les bons du trésor américain, bons du trésor américain à 10 ans, les, les, les taux d'intérêt, voilà, ils sont là. Si j'ai le. On va en enlever, hein, parce qu'en fait, ça, c'était des niveaux qui est mis. Je le garde parce que ça a à peine frôlé, donc c'est possible qu'il y ait encore pas mal d'acheteurs là aussi. Celui-là, ça a cassé. Mais moi, j'ai un niveau qui, du coup, récemment, je voulais acheter des obligations ici parce que les taux d'intérêt allaient remonter là. Ça n'a même pas pu les atteindre, que c'est retombé plus bas. Donc, la prochaine fois que ça va remonter là, les chances que ça retombe sont assez élevées. Mais bon, on va voir parce que pour l'instant, en plus avec les résultats d'inflation qu'ils ont donnés, les taux d'intérêt devraient tomber. Mais ça, vous voyez, c'est pas toujours vrai parce que il y a hier, donc c'est vendredi, hier, les actions ont cassé vers le haut sur les résultats de l'inflation, qui étaient du coup, ils disent que l'inflation va être inférieure à ce qu'ils ont, enfin est inférieure à ce qu'ils avaient prédit. Et donc là, c'est descendu à fond. Et après, on a eu un retour, un mouvement inverse de ces annonces. Donc c'est vraiment une question d'ordre rempli et non rempli, plus que la capacité de pouvoir analyser fondamentalement les marchés, parce que ça, franchement, même les plus gros PhD, les gens qui ont des doctorats en finance, les machins, ils savent même pas le faire. Enfin, ils n'y arrivent même pas. Donc, à moins sur des entreprises, après sur le long terme et tout ça, mais sinon, c'est très compliqué de savoir exactement ce qui va se passer, les trucs. Donc, alors que quand on regarde les ordres d'achat et de vente, eh ben on sait où il y a des déséquilibres et on peut voir avec la plus haute probabilité possible, sans certitude, mais la plus haute probabilité possible, où les marchés vont tourner et où les marchés ont le plus de chances d'aller. Donc voilà. Bon, ben je vous souhaite une excellente journée. Voilà, de temps en temps, je fais des vidéos. Regardez la chaîne, abonnez-vous, likez. Et puis si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Voilà, moi je fais ça pour. Je fais comme ça. Après, moi j'ai mes positions, mais je vends rien sur YouTube ou Internet. Donc c'est plus pour le fun que je fais ces vidéos. Et puis voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et bonne. Prenez soin de votre argent. Voilà. Ciao.